sommes un lien. Un lien entre les gens. Un lien de confiance et de solidarité. Mais aussi et surtout, un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonjour. Nous allons aujourd'hui inaugurer au niveau du CNEA une session autour de la formation professionnelle qui va se décliner en 3 webinaires. Le premier aujourd'hui, qui va nous parler de la transformation des OPCA en OPCO, et plus spécifiquement, on va essayer de décrypter un peu ce que sont ces nouveaux opérateurs de compétences. Un deuxième webinaire sera, lui, consacré aux politiques de formation professionnelle des branches qui sont couvertes par le CNEA, c'est-à-dire l'animation, le sport, les foyers de jeunes travailleurs, le tourisme social et familial et aussi les organismes de formation dans le cadre de notre partenariat avec le CINOVDES. Et un troisième webinaire, lui, sera consacré à la question de la qualité, cette nouvelle obligation qui est faite par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, où la question de la qualité est assez centrale pour les structures qui sont organismes de formation. Donc aujourd'hui, transformation des OPCA en OPCO, c'est aussi quelque chose d'essentiel dans la loi, et je suis heureux d'accueillir, et je le remercie, Thierry Dez, directeur général d'Uniformation, qui va nous faire cette présentation, sûrement plus lui que moi, et on interagira le long de cette séquence. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci donc pour l'invitation du CNEA qui me permet d'évoquer avec vous ces évolutions majeures que nous avons connues suite à la loi de septembre 2018 qui a conduit à une évolution majeure du financement de la formation professionnelle à travers les organismes collecteurs que nous étions. Et donc, depuis avril 2019, existe dorénavant 11 OPCO qui remplacent les 20 OPCA qui existaient jusque-là. 20 OPCA qui d'ailleurs étaient beaucoup plus nombreux avant la réforme de 2012, puisqu'il y a quelques années, nous étions encore 45 organismes collecteurs. Donc 20 OPCO aujourd'hui, et avec des évolutions majeures apportées par cette réforme, puisque si nous avons toujours le C dans OPCA, comme nous l'avons toujours dans OPCO, si ce n'est que le C a considérablement évolué, puisqu'il était collecteur jusque cette année, et puis dorénavant, il est très orienté compétences, et donc c'est le C de compétences qui a remplacé le C donc de collecteur. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, qui est loin d'être neutre, parce qu'il montre ce qui est attendu aujourd'hui de la part des pouvoirs publics pour montrer ce que nous devons être, et c'est tout l'objet donc de cette présentation de ce matin et des échanges et des questions que vous formulerez peut-être en fin d'intervention. Alors sur le premier slide, qu'est-ce que vous constatez? C'est que, et c'est ce qui est indiqué en rouge et en bleu, vous voyez d'une manière très très forte apparaître le terme de branche et le terme d'entreprise. Et puis lorsqu'on regarde un peu plus précisément, qu'est-ce que l'on constate? C'est que déjà, l'accompagnement des branches figure dans les 3 premiers points. Non pas que les pouvoirs publics aient voulu minimiser notre responsabilité vis-à-vis des entreprises, mais on voit bien que c'est l'accompagnement des branches qui a été voulu en priorité par cette réforme. Et notamment sur un des éléments essentiels attendus, c'est le développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Vous savez que c'était un enjeu majeur de la réforme. L'évolution de l'apprentissage considérée, jugée par les pouvoirs publics comme étant beaucoup trop faible toutes ces dernières années. Ceci faisait d'ailleurs partie du programme du président de la République qui avait voulu mettre un accent majeur sur les contrats d'apprentissage. Alors il est vrai qu'au-delà de la réforme, le contexte actuel favorise en plus le développement des contrats d'apprentissage, et ça on le constate. L'année 2019 a été une année forte du développement des contrats d'alternance, et particulièrement
du contrat d'apprentissage. Et donc, une des responsabilités majeures que nous avons, c'est de favoriser le développement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, de les financer. Et vous le savez probablement, c'est que dorénavant, depuis le 1er janvier 2020, nous devenons les financeurs des contrats d'apprentissage. Et ceux qui parmi vous ont aujourd'hui des contrats d'apprentissage en cours, eh bien, vous verrez que dans les semaines qui viennent, c'est Uniformation qui prendra contact avec vos CFA et avec vous-même pour assurer ces financements. Vous le savez également, les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation sont dorénavant déterminés par les branches professionnelles, selon toute une d'étapes dont je vous fais grâce, mais qui aboutissent à des niveaux de prise en charge qui sont déterminés par les branches et validés par France Compétences, qui est l'organe de pilotage de la formation professionnelle partagé entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Le deuxième point, les pouvoirs publics ont considéré que nous manquions terriblement d'éléments majeurs en matière de GPEC dans les branches et dans les entreprises. Et cet élément-là est un élément fort également de cette réforme, ce qui nous oblige, nous, OPCO, anciennement OPCA, de faire évoluer considérablement notre offre pour permettre aux branches professionnelles, et on le verra aux entreprises, de développer toutes les démarches de GPEC possibles. Et puis, autre élément important, c'est le développement des certifications. Vous le savez, les pouvoirs publics ont renforcé la responsabilité des branches en matière de certification. Et donc, nous devons, et nous avons une mission extrêmement forte d'accompagnement des branches quant à l'évolution des certifications qui doivent se développer, qui doivent aboutir à un référencement par France Compétences. Et là, c'est une dimension également importante. Et vous voyez qu'à travers ne serait-ce que ces trois éléments, on voit bien que le rôle de l'OPCO a déjà fortement évolué par rapport à ce que nous connaissions précédemment. Il y a quelques mois, je vous aurais parlé immédiatement de financement. Là, vous voyez que le terme de financement est très peu utilisé et n'intervient pas en priorité. Et d'ailleurs, si je prends Uniformation pour vous donner une image, alors que nous gérions 405 millions d'euros lorsque nous étions OPCA, cette année, nous allons gérer autour de 230 millions d'euros. Et sur ce 230 millions d'euros, il y en a plus de 100 millions qui relèvent des branches professionnelles à travers les contributions conventionnelles. Donc on voit que le financement, notamment de la dimension légale que vous connaissez, c'est-à-dire le 0,55 que vous payez pour les petites entreprises et le 1% pour les plus importantes, eh ben, ces éléments-là qui n'ont pas varié font quand même que nous, OPCO, nous en gérons une partie extrêmement faible dorénavant. Ensuite, il y a ce qui relève de l'entreprise. Ce qui relève de l'entreprise, c'est bien évidemment l'accompagnement de l'accès à la formation dans les TPE-PME, souvent considérés comme étant les parents pauvres de la formation. Les TPE-PME qui peuvent encore trouver chez nous un financement en matière de formation sur ce que nous appelions communément le plan de formation. C'est encore possible à travers la contribution du plan de développement de compétences des entreprises de moins de 50. À noter que tout ceci n'existe plus du tout pour les entreprises de plus de 50 qui doivent, d'une manière générale, s'autofinancer, sauf si pour certaines d'entre elles, il existe une contribution conventionnelle et des partenaires sociaux qui ont décidé d'accompagner ce financement. Ce qu'on a fait dans toutes nos branches. Ce qui a été fait d'une manière générale dans presque toutes les branches qui relèvent d'Uniformation, ce qui est rare. Certains OPCO, plus gros que nous, n'ont aucune contribution conventionnelle. Et alors que nous, un des éléments extrêmement forts dans notre histoire et dans notre fonctionnement, c'est la confiance accordée par les branches pour gérer des contributions conventionnelles extrêmement élevées. Et c'est notamment le cas de toutes les branches dans lesquelles nous trouvons le CNEA, où nous avons systématiquement une contribution conventionnelle, et donc des politiques menées par les partenaires sociaux que nous accompagnons. Au-delà du développement de la formation dans les TPE, c'est également les aider à mieux définir leurs besoins, à mieux définir ce qui relève des impacts en matière de mutation économique, mutation digitale,
liées en tout ou partie à leur secteur d'activité. Ensuite, sur le point 5 que vous voyez toujours, c'est le développement de la FOAD, donc de la formation à distance, et le développement de la formation en situation de travail, la FEST. La dernière réforme a accentué l'importance accordée à ces deux éléments de formation. La FOAD, on l'appréciait déjà plutôt assez bien. En revanche, la FEST est quelque chose d'assez nouveau et nous avons défini au niveau de l'uniformation un processus d'accompagnement des entreprises pour faire que ce qui sera une formation en situation de travail soit bien et surtout considéré comme une vraie formation. Le risque, c'est qu'il puisse se passer, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, un peu tout et n'importe quoi dans la définition du processus mis en œuvre par l'entreprise. Et ça, c'est un élément qui est majeur, parce qu'il ne faut pas que l'entreprise se trompe en matière de FEST, que sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que tout simplement, l'action de formation ne serait pas considérée comme une véritable action de formation, avec toutes les conséquences que vous imaginez, et notamment dans le cadre de vos responsabilités sur les entretiens professionnels. Et donc là, sur cet élément-là, il faut être extrêmement attentif, il faut vraiment se poser avec nous et construire un parcours qui soit réellement un parcours de formation en situation de travail. Ensuite, bien évidemment, nous conservons des responsabilités que vous connaissez un peu plus, probablement. Je l'ai évoqué, c'est la collecte et la gestion des contributions de branche conventionnelles qui sont réaffirmées par cette réforme. Encore une fois, de manière importante à l'uniformation. Cette responsabilité de collecte, nous pensons que nous devrions la conserver après le 1er janvier 2022, puisque vous savez que les collectes seront de la responsabilité de l'URSSAF à partir de cette date. Peut-être que certains d'entre vous avaient encore en tête la date du 1er janvier 2021. Cette date a été repoussée au 1er janvier 2022 par les pouvoirs publics. Nous devrions toujours être amenés à assurer la gestion de cette collecte. Et bien évidemment, de toute façon, il nous reviendra d'assurer la gestion de la contribution en relation avec la branche. Nous avons également une responsabilité de gestion, de collecte et de gestion des contributions supplémentaires volontaires. Ce sont celles que vous décidez en tant qu'entreprise. Et là, on le verra dans quelques instants, on verra comment on a tenté d'adapter au mieux notre offre, vous permettant de trouver un intérêt ou pas à verser des contributions volontaires. Et puis, là, les deux derniers éléments, c'est le financement des études et des observatoires. Ça reste quelque chose qui est majeur, et notamment en matière de GPEC, notamment en matière de besoin d'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer de manière extrêmement importante dans les mois et années qui viennent. À la marge, le développement et le financement de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage, c'est quelque chose qui est rappelé dans le cadre de cette réforme, qui est important, et on le sait, toutes les difficultés que nous avons dans nos secteurs pour avoir des maîtres d'apprentissage sur les contrats d'apprentissage, mais également des tuteurs sur les contrats de professionnalisation. C'est une vraie difficulté que vous rencontrez souvent dans les petites structures, ne serait-ce que pour trouver une personne habilitée permettant d'assurer cet accompagnement. Ça fera partie également des sujets qui sont importants pour nous dans notre accompagnement. Et donc, notre offre de services dédiée aux branches, j'évoquerai celle dédiée aux entreprises. Globalement, c'est ce que vous voyez indiqué à travers les 6 points. C'est l'accès à l'emploi, notamment par l'alternance. Vous aurez noté que les pouvoirs publics partent du principe que les contrats d'alternance, ce sont des contrats qui doivent permettre l'accès à l'emploi. Ça, c'est un élément qui est majeur, et on voit bien d'ailleurs toute la difficulté qu'il y a de passer d'un contrat d'apprentissage qui était dans la formation initiale à un contrat d'apprentissage qui maintenant va dans la formation professionnelle, qui est de notre responsabilité, de celle des branches, de celle des entreprises. On voit cette évolution qui est en train de se passer. Les mobilités professionnelles et les passerelles font partie des enjeux extrêmement importants. Sachez que le conseil d'administration d'Uniformation et son bureau accordent vraiment une importance sur ce sujet-là.
ça fera partie des travaux dès 2020 que nous ferons avec vos représentants dans les branches, vos représentants au conseil d'administration. Adapter de l'offre de formation, c'est un élément qui, bien évidemment, est extrêmement important. Comme je l'ai dit, l'adéquation des certifications pour les compétences de demain, pour faire que tout simplement les certifications qui sont accessibles et financées soit à travers nous, soit à travers le CPF qui, comme vous le savez dorénavant, est géré par la Caisse des dépôts et consignations, soit des certifications qui servent à l'accès à l'emploi. On est toujours dans la même logique. Avec également un élément non négligeable, c'est que nous avions l'habitude à Uniformation et les branches professionnelles de favoriser l'accès à la formation, mais en prenant la globalité du parcours de formation au démarrage. C'est-à-dire que, très clairement, on finançait des formations sur 2 ans, sur 3 ans, où on s'engageait tout de suite. On le voit, la capacité de financement que nous avons, qu'ont les pouvoirs publics, qu'ont les branches, favorise de moins en moins un engagement sur des durées extrêmement élevées. Et donc, les pouvoirs publics veulent favoriser le découpage des certifications par bloc de compétences. Ça, c'est un des enjeux qui est un des enjeux forts, faisant que chacun des blocs de compétences amène déjà un niveau de certification. Parce que le risque qu'il y a, c'est qu'une personne qui s'engagerait dans un parcours pourrait passer plusieurs blocs sans atteindre la capacité d'aller jusqu'au bout, et finalement pourrait constater qu'elle a perdu parce qu'elle n'a pas gagné de certification, au moins transitoire. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Pour terminer, bien sûr, un élément fort pour Uniformation, c'est les missions d'intérêt général que nous remplissons, en relais des politiques publiques. C'est extrêmement important chez nous. On est probablement d'ailleurs l'OPCO qui, en termes de proportion, assume le plus de financement des politiques publiques. On est à 25% dans le cadre de nos ressources en financement de politiques publiques. C'est le cas du PIC, c'est le cas de la CNSA, c'est le cas de tous les montages que nous faisons, notamment avec les conseils régionaux, et que pour certains d'entre vous, vous connaissez bien. Et donc ça fait partie des éléments extrêmement importants en ce qui nous concerne. Alors, sur ce slide, je n'irai pas extrêmement loin. Simplement vous dire que nous avons voulu décomposer le plus possible notre offre de telle manière que nous soyons capables de répondre aux besoins des entreprises et des branches professionnelles de leur compte, de leurs particularités. On avait historiquement un mode de fonctionnement peut-être un peu monolithique, une offre que l'on proposait à tous, à toutes les branches, à toutes les entreprises de manière un peu uniforme. On essaye de plus en plus de scinder cette approche pour faire que ce qui relève de la contribution légale, bien évidemment, constitue le socle, puisque c'est notre raison d'être, l'accompagnement, notamment en matière de politique publique. La partie conventionnelle, d'être capable de la segmenter de telle manière que nous puissions apporter ce qui est attendu par chacune des branches. Et on sait que nos branches n'ont pas toutes les mêmes besoins. Et puis, bien évidemment, des logiques plus à la carte, pour notamment remplir, c'est ce que vous voyez en bas du document, les travaux de certification de politique d'emploi, nous adapter le plus possible donc sur le besoin spécifique, que ce soit au niveau national ou territorial. Ça, c'est un des enjeux forts sur lequel donc nous sommes. Ce qui fait que ça se traduit sur le document que vous voyez par une décomposition de notre offre, l'emploi à l'alternance, les RH et la GPEC, la formation mobilité, donc tout ce que vous voyez apparaître en bleu, puis de l'autre côté, ce que nous déployons le plus possible pour répondre aux besoins. Je ne vais pas rentrer dans ce détail puisque vous êtes des représentants d'entreprise. Simplement, ce que je voulais exprimer ici, c'est ce que nous faisons vis-à-vis des branches pour que vous puissiez voir et sentir ce que, à un moment donné, va se traduire à votre niveau par les politiques de branche qui auront été mises en œuvre par les branches professionnelles en relation avec nous. Et vous voyez, nous avons un socle de base. Le socle de base, c'est la prestation que nous amenons à tous, toutes les branches. Et puis vous avez un socle complémentaire, et puis des travaux que l'on peut faire à la carte, tenant compte spécifiquement
du besoin donc de la branche professionnelle. Ces documents-là, vous les avez, vous les aurez autant que nécessaire, donc je ne veux pas rentrer plus dans ce détail, c'est simplement vous montrer combien nous tentons de nous adapter le plus possible aux besoins des partenaires sociaux des branches professionnelles. Alors sur l'entreprise, j'ai déjà évoqué quelques points. Un des éléments majeurs, c'est vous accompagner dans le développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Et là, il y a un léger paradoxe d'ailleurs, c'est que si sur l'alternance nous avons une responsabilité affirmée par les textes, nous en avons également d'ailleurs la maîtrise du financement, puisque l'alternance, d'une manière générale, que ça relève de la professionnalisation ou de l'apprentissage, fait bien l'objet d'un financement public autant que nécessaire si nous avions des besoins de financement supérieurs à notre capacité normale de financement. Donc là, le renforcement et le développement est quelque chose qui sera toujours assuré d'un point de vue financier. En revanche, si nous avons une responsabilité renforcée d'accès à la formation professionnelle dans les branches, dans les entreprises, en revanche, notre capacité financière, malheureusement, a fortement décliné. Vous le savez, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, notre capacité financière est bien moindre que ce qu'elle était précédemment, et notamment sur ce qu'on appelait le plan de formation devenu plan de développement de compétences. La proximité vers les TPE, les TPME reste un enjeu fort. La présence de nos délégations régionales est quelque chose d'important. C'est près de la moitié de l'effectif d'uniformation aujourd'hui qui est en région. C'est un élément qui est majeur pour nous et qui doit, là aussi, favoriser le développement de l'accès à la formation. Et on se doit de vous aider à mieux définir vos besoins. Il y a de moins en moins d'argent, donc l'argent que vous investissez, que nous investissons en termes de formation, doit être de l'argent utile, nécessaire pour la personne concernée, pour son entreprise, d'une manière générale. On a rappelé sur ce document ce que souvent les entreprises attendent en matière d'accompagnement de l'OPCO. C'est bien sûr comprendre les nouvelles obligations, ça évolue vite, en permanence. La loi de septembre 2018 n'a pas encore abouti pour avoir l'ensemble des décrets d'application aujourd'hui. Nous attendons encore toute une série d'éléments. Et les choses bougent en permanence. Et donc, et on le sait que le sujet de la formation est un sujet majeur en matière de politique, au sens large, et que les pouvoirs publics tentent en permanence de vouloir diminuer les chiffres du chômage, et donc dès lors, bien évidemment, tentent de faire que la formation soit bien contributrice toujours au développement de l'emploi, donc des textes qui ne cessent d'apparaître. Vous accompagner pour étoffer le plan de développement de compétences, notamment pour les plus petites d'entre elles, ça je l'ai évoqué. La gestion, en matière de gestion prévisionnelle, il faut savoir que tout ce qui relève des diagnostics et accompagnements continue à exister dans le cadre de la réforme. Ce sont des prestations que nous finançons, qui vous sont proposées, ou que pour lesquelles vous pouvez aussi nous solliciter pour qu'on puisse assurer cet accompagnement. Donc sachez-le, c'est quelque chose qui est maintenu dans le cadre de la réforme. En matière de diagnostic, on finance 2 jours de prestations. En matière d'accompagnement, de mémoire, c'est autour de 4 jours, avec des prestataires extérieurs qui interviennent pour vous aider à construire votre politique RH. Et donc, sachez que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons toujours intervenir. Bien sûr, les difficultés économiques que rencontrent nos secteurs doivent être mieux prises en considération, et notamment dans le cadre de nos financements, ou dans le cadre des financements publics que nous allons chercher. Et puis, on essaye, et je sais que l'exercice est toujours difficile, c'est comment arriver à avoir des actes administratifs les plus simples possibles, des procédures les plus simples. Certaines, bien sûr, sont liées à notre propre mode de fonctionnement, en tant qu'OPCO, uniformation, mais certaines, bien évidemment, sont très liées au pouvoir public, et de plus en plus d'ailleurs liées au pouvoir public, ce qui fait que, et nous en avons conscience, des difficultés fréquentes que vous rencontrez, qu'on essaye le plus possible de minimiser, tout au moins sachez qu'on en a en permanence la volonté. Je l'évoquais,
plus de simplicité, de lisibilité, avec une évolution de notre site internet qu'on a tenté le plus possible de rendre plus intuitif, plus simple. Allez le voir, allez-y, il a évolué, il continue à évoluer, et surtout, faites-nous part des difficultés, des évolutions que vous voudriez voir apportées. Les délégations régionales, elles sont à votre écoute. Vous le savez, dorénavant, nous n'avons plus de conseil en évolution professionnelle. Ça, c'est un élément qui est important, qu'il faut que vous ayez bien en tête. La réforme de 2014 nous avait donné cette responsabilité. Celle de 2018 nous l'a enlevée définitivement depuis le 1er janvier. Vos collaborateurs qui voudraient être accompagnés dans le cadre d'un CEP qui continue, mais qui n'est plus de notre responsabilité, doivent se tourner maintenant vers les nouveaux opérateurs qui sont différents région par région. L'essentiel d'entre eux sont plutôt assurés par les centres de bilan de compétences, mais aujourd'hui la liste n'est pas stabilisée avec leurs coordonnées, mais sachez que c'est la responsabilité qui leur appartient dorénavant et ce n'est plus la nôtre. On peut le dire malheureusement parce que ce n'était pas notre choix, ce n'était pas le choix des partenaires sociaux de l'OPCO, mais on a bien dû évidemment en accepter le principe. Ce qui implique peut-être d'ailleurs, parce qu'effectivement la question du conseil d'évolution professionnelle échappe maintenant aux OPCO, mais c'est dans la chaîne de construction des parcours de formation professionnelle, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc très clairement, les partenaires sociaux, en tout cas les branches, les partenaires sociaux dans les branches auront cette responsabilité d'entrer en contact très directement avec les conseils en évolution professionnelle pour que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en matière d'accompagnement des salariés ne soit pas perdu par ailleurs et qu'on continue à avoir finalement une offre d'accompagnement relativement ciblée. Mais là, c'est à construire, à découvrir et à construire. Alors après, d'autres évolutions. Notre centre de traitement national, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a bien conscience des difficultés que vous pouvez rencontrer liées aux centralisations, mais ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que les ressources qui nous permettent de financer nos charges d'exploitation nous obligent aujourd'hui et de plus en plus à avoir des gestions centralisées de nos actes administratifs. Et donc nous continuons dans ces démarches-là, même si nous tentons le plus possible de vous en éviter les difficultés, de vous en simplifier l'accès. Ça, c'est un élément important. Il y aura des évolutions dans les mois à venir sur ce point. Nous avons segmenté le plus possible l'accompagnement des entreprises sur les traitements administratifs entre les moins de 50 et les plus de 50, pour lesquels les difficultés, les problèmes, les niveaux d'accompagnement ne sont pas nécessairement et toujours de même nature. Et puis, nous sommes en train de formaliser un centre d'appel beaucoup plus étoffé qu'il ne l'était, à la fois en réception d'appel et également en appel sortant, ce qui était quelque chose d'assez nouveau nous concernant, et nous aurons à partir de la fin du premier semestre des démarches, et vous serez probablement les uns et les autres potentiellement appelés pour nous aider à construire, notamment en matière d'observation, en matière d'études, d'observatoire, et de mieux appréhender vos besoins pour les branches et pour le pro. Voilà globalement moi ce que je voulais vous dire sur cette évolution en une demi-heure. Il est 10h59. Je suis étonné par moi-même d'ailleurs d'avoir tenu la demi-heure proposée. Et donc je crois qu'il est proposé également des questions sur lesquelles bien sûr on peut tenter de répondre. On arrive à voir à peu près. À peu près. Attendez, déjà, je vous ai fait là les premières questions. Alors, nous récupérons les premières questions. Le plan de développement des... Alors, je vais lire la question, comme ça tout le monde l'aura, puis ensuite on va y répondre. Le plan de développement des compétences ne figure pas en tant que tel dans les missions des OPCO, alors que c'est un des axes prioritaires affichés dans les documents de présentation d'une formation. Comment ce développement est-il assuré et financé? Donc si, ça fait partie des missions des OPCO, et je laisse Thierry répondre sur le détail. Oui, bien sûr, le plan de développement des compétences fait totalement partie de nos responsabilités. Il en fait partie à deux titres. En matière de financement, puisque nous prélevons encore actuellement sur la collecte que nous faisons de la contribution légale une part
consacré au plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. C'est ce que nous appelions avant le plan de formation. Certains le connaissent sous le nom de FIES. Tout ceci a évolué. Et dorénavant, ce que nous appelions communément le plan de formation ou le FIES, c'est devenu le plan de développement de compétences des entreprises de moins de 50. Mais vous avez bien noté que, alors que précédemment on finançait pour toute taille d'entreprise, ça avait déjà évolué avec la réforme précédente pour les plus de 300, dorénavant, nous ne finançons que pour les moins de 50. Les pouvoirs publics ont voulu renforcer la responsabilité de l'entreprise sur le financement propre, sur les fonds propres de l'entreprise pour les plus de 50. En revanche, sur les moins de 50, l'organisme OPCO a toujours une responsabilité. Et donc, nous sommes présents à la fois sur des axes transversaux, notre catalogue transversal qui continue et qui continuera, et qui sera d'ailleurs avec des logiques de plus en plus de formation à distance à l'intérieur. Notre deuxième axe qui porte sur les cofinancements, le plan de développement de compétences vient en cofinancement d'un certain nombre de projets, et notamment ceux qui sont relatifs aux politiques publiques. Et puis en troisième lieu, même si le montant est de plus en plus faible, c'est le financement des demandes d'aide financière que vous formulez pour financer des actions de formation dans vos entreprises. Donc oui, nous sommes toujours présents, mais seulement pour les entreprises de moins de 50. Voilà. Et pour compléter, même si on ne l'appelle pas comme plan de développement des compétences, mais il est bien évident, en tout cas les partenaires sociaux des branches d'animation, du sport, des jeunes travailleurs et du tourisme social et familial ont pris en considération la nécessité d'avoir une politique de formation professionnelle fortement mutualisée au niveau des branches. Et c'est pour ça qu'on a maintenu des taux de contribution conventionnels et on cherche malgré tout à avoir cette dimension collective du développement des compétences par l'accès de toutes les entreprises, et cette fois-ci, quelle que soit la taille de l'entreprise, l'accès de ces entreprises-là au fonds de la formation professionnelle sur la contribution conventionnelle. Donc on essaie d'articuler finalement ce qui a changé dans la loi, donc qui fait un manque maintenant pour les entreprises les plus importantes, en allant chercher, en captant ou en organisant d'une manière un petit peu différente les ressources que nous avions avant à notre disposition, pour qu'il y ait encore une cohérence de formation professionnelle au niveau de la branche. On insiste beaucoup sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, la diminution du plan de développement des compétences aurait pu nous faire craindre que nous n'ayons pas de politique de formation professionnelle au niveau des branches que nous représentons. Peut-être qu'on peut faire un tir groupé ensuite sur la FEST. On a deux questions sur la FEST. À la fois sur comment s'organise l'accompagnement de la FEST, et ensuite sur la question des coûts pédagogiques liés à cette dernière, est-ce qu'ils sont éligibles ou pas au financement de la FPC, etc. Ces deux questions-là. Alors sur le premier point, sur la FEST, on n'a pas voulu jouer aux apprentis sorciers en la matière, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous voulons avoir un processus qui vous sécurise juridiquement sur ce que vous faites. Et donc, en 2019, toutes nos délégations régionales ont progressivement appris à développer un processus commun d'ailleurs sur l'ensemble du territoire pour appréhender cette question et vous aider à construire une formation éligible à la FEST. Cette période est dorénavant terminée et donc nos délégations ont la capacité, et je crois qu'elles ont toutes de mémoire un référent à FEST, elles peuvent dorénavant vous accompagner pour construire des parcours qui sont éligibles à la FEST. Après, sur le financement, sur ce point, j'avoue ne pas être totalement certain de la réponse que je vais apporter, donc je le dis, puisque de mon point de vue, je crois que les coûts pédagogiques liés à la FEST sont pris en charge. Je crois aussi. Mais j'ai ça en mémoire. J'ai ça en mémoire, mais en même temps, en général, quand je ne suis pas sûr, je le dis, et là je ne suis pas totalement certain de la réponse. On pourra bien sûr le confirmer au CNEA qui pourra passer la formation de manière certaine. Moi je pense que c'est oui, mais j'imagine que si la question a été posée, c'est que quelqu'un a dû dire non à une formation, donc il faut quand même que je vérifie ce point-là.
Ce qui est très clair, c'est que quoi qu'il arrive, si on finance les coûts pédagogiques de la FEST, il faudra, ce que disait Thierry tout à l'heure, que la FEST soit bien reconnue comme étant une action de formation. Donc remplisse toutes les conditions d'une action de formation. Faite par ANOF, qui aura la certification qualité, etc., qu'on ait bien un format pédagogique, qu'on ait bien, enfin voilà, toutes ces exigences-là seront celles-ci. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance aussi, comme toi, à dire, mais vérifions qu'on finance plutôt les coûts pédagogiques, mais évidemment avec des conditions extrêmement strictes. Autrement, ce n'est plus une action de formation professionnelle. C'est ce qu'il faut qu'on ait. C'est ça qu'il faut que l'on... dont on va s'assurer. Alors, l'apurement de la formation. La question, c'est pour l'apurement de la formation 2020, nous recevrons le bordereau comme avant. La réponse est non. Vous ne recevrez plus de bordereau puisque la collecte qui est en train de s'opérer dans ce premier trimestre 2020 est devenue beaucoup trop complexe pour que l'on puisse, sur un seul bordereau, faire tout figurer. Donc dorénavant, tout est en ligne et nos équipes doivent être en capacité de vous accompagner pour cheminer à travers cette saisie en ligne, puisque globalement, pour synthétiser, au 28 février 2020, vous financez ce que vous devez en solde au titre de 2019, mais vous commencez également à payer au titre de 2020. Ça, c'est une obligation légale. Et donc, vous voyez immédiatement qu'il y a dans cette opération de paiement de cotisation des choses relatives à un exercice fiscal 2019 et des choses relatives à un exercice fiscal 2020. Sachant que la politique d'acompte décidée par les pouvoirs publics, pour les entreprises de plus de 11 salariés, c'est de faire un acompte dès maintenant, en février, et un deuxième acompte en septembre. Ce qui fait que, entre février et septembre, vous aurez payé 98% de la contribution légale de l'exercice 2020. Mais en même temps, vous allez devoir vous acquitter, pour les entreprises de plus de 11, tout de suite, de la régularisation de l'exercice 2019. En revanche, pour les petites entreprises, les moins de 11, seul sera éligible, là au 28 février, la régularisation de 2019. Certaines d'entre vous, en plus, ont des obligations liées à la taxe d'apprentissage, dans lesquelles je ne rentre pas, mais obligations qui ont leur propre lot de complexité, et c'est la raison pour laquelle, très clairement, nous avons décidé de faire tout en ligne. Il n'y aura pas de bordereau, parce que c'était presque mission impossible, pour pouvoir réunir globalement ces trois contributions, Régule 2019, Acompte 2020 et taxe d'apprentissage. Alors, il y a deux questions qui se recoupent, qui sont plus liées aux stratégies des organismes de formation et la question de la simplification des compétences. Je vais dire les deux rapidement. Comment le CNEA et Uniformation, la question pour le coup est très bien posée, c'est bien CNEA et Uniformation, peuvent accompagner les OF à identifier les certifications permettant d'inscrire leur offre de formation dans un processus certifiant. De quelle manière, dans quels espaces pouvons-nous engager une dynamique de concertation entre OF pour instaurer des partenariats en matière de coopération, partage de certification. La seconde, qui est liée, comment ne pas confondre formation certifiante et certification des compétences. De fait, beaucoup d'OF veulent rendre leur formation certifiante alors que l'enjeu est plutôt d'avoir une vision plus large sur les besoins et le développement des compétences et la manière de structurer une offre de formation pertinente au regard des certifications. C'est tout le, sont effectivement affichés à l'écran, c'est tout le sujet qui va être au cœur du travail des branches avec le soutien très fort de l'opérateur de compétences. C'est un sujet double, c'est celui d'abord de l'observation, et ensuite celui de la création de nouvelles certifications. Qu'est-ce qu'implique cette réforme? Cette réforme, grosso modo, elle nous dit, notamment en matière de reconversion, mais pas que, en matière aussi de création de certification, elle nous dit qu'il faut qu'on travaille en prospective. Donc, on doit se mettre en capacité d'analyser quels seront les métiers futurs. L'État considère que la formation initiale, finalement, répond aux besoins en compétences actuelle des entreprises. La question de la formation professionnelle continue, elle doit s'analyser comme une projection. Dans les branches qui nous concernent, quels seront les métiers dans 5 ans? Comment évoluent ces métiers-là? Et quel sera le besoin en compétences pour pouvoir exécuter l'ensemble des tâches de ces métiers-là?
Et c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, je suis assez tranquille pour le dire, on ne sait pas bien faire. On ne l'a pas beaucoup fait, d'où cet enjeu central qui est celui de l'observation des métiers, des emplois et des qualifications. C'est bien comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire de l'observation. Une fois qu'on aura fait de l'observation et qu'on sera en capacité de se dire comment les métiers vont évoluer, on sera capable d'identifier quelles seront les compétences dont on aura besoin. Et à partir de là, on va travailler les nouvelles ou les futures certifications. Donc on va bien certifier des compétences dans le cadre à un moment d'une formation qui sera, elle, certifiante. Donc il y a un lien très étroit entre la certification des compétences et la formation certifiante. Sauf qu'au départ, on identifie les compétences, on identifie la manière de les certifier et après, on créera des formations certifiantes. Alors cette notion de formation certifiante, elle est essentielle puisque c'est celle-là qui va nous permettre aussi d'aller chercher les fonds du CPF et d'articuler des parcours de formation qui seront co-construits entre les entreprises que vous représentez et le salarié qui pourra la capacité d'aller mobiliser son CPF. Donc les branches ont un rôle fondamental, elles ne pourront pas le faire tout seules. C'est celui de à la fois cartographier l'écosystème des emplois des branches, mais aussi d'être en capacité de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc le CNEA, mais avec une formation évidemment, on va essayer de se mettre en ordre de bataille pour aller repérer les besoins. Repérer les besoins, on l'a dit, sur les nouveaux emplois, repérer ce qui existe en matière de certification, développer ce que nous pensons être les certifications qui sont nécessaires, et bien évidemment essayer de travailler en partenariat avec les organismes de formation de la branche ou d'autres, qui voudront mettre en œuvre ces formations dont nous aurons besoin pour que les emplois et les métiers de nos branches restent toujours en phase avec le niveau de compétences et de performance dont on aura besoin pour les salariés ou dans les entreprises. Oui, juste peut-être un élément de complément. Moi, quand j'ai lu la seconde question, comment ne pas confondre formation certifiante et certification des compétences, à travers le terme certification des compétences, moi ça m'a fait penser immédiatement à la VAE. Et je voulais simplement vous dire que sur ce point, il y a une démarche en cours là au niveau national, puisque une mission a été donnée d'ailleurs à un directeur d'OPCO avec 2 spécialistes pour faire un rapport sur l'évolution de la VAE, notamment liée aux certifications. Donc on voit que ce sujet-là, il est important. La VAE est réaffirmée par la réforme, si ce n'est qu'elle devra s'adapter pour répondre à cet équilibre, à cette complémentarité entre la certification en termes de formation et la certification de la compétence acquise, et notamment à travers la VAE. Alors, on va regarder maintenant l'écran parce qu'il y a des questions. Il y a des questions. Peut-être qu'il y en a une. Oui, vas-y. Celle-ci, il faudrait peut-être la préciser. C'est la question concrètement, quelle est la stratégie d'uniformation pour l'accompagnement des entreprises non branchées et de plus de 50 ETP. Alors, il faut quand même dire 2 éléments là-dessus. Nous sommes en train de revisiter notre portefeuille d'entreprises hors branche pour faire que les pouvoirs publics acceptent la liste des entreprises qui sont adhérentes chez nous. L'exercice n'est pas si simple. Il n'est pas simple parce que, tout simplement, les pouvoirs publics veulent absolument que soit dans chacun des OPCO les entreprises hors branche qui relèvent bien du champ des métiers principaux des branches professionnelles des secteurs de l'OPCO considérés. Ce qui fait que nous sommes en train de revisiter notre portefeuille. De ce fait-là, certaines entreprises pourraient potentiellement nous quitter, d'autres pourraient nous rejoindre, et ça c'est l'étape que nous sommes en train de mener en relation avec les pouvoirs publics. Deuxième point, pour répondre à la question, il va de soi que l'exercice devient beaucoup plus complexe qu'avant pour accompagner l'entreprise non branchée de plus de 50 salariés. Pourquoi? C'est que l'entreprise non branchée, par nature, il n'y a pas de contribution conventionnelle. Et puis, par nature, il n'y a pas de financement du plan de développement de compétences, puisqu'il est réservé aux entreprises de moins de 50. Donc, notre action, elle se trouve où? Elle se trouve sur, bien sûr, le financement de l'alternance. Ça, c'est notre rôle majeur vis-à-vis de ces entreprises. Il se trouve également sur l'accompagnement à travers une contribution volontaire, sur l'accompagnement des politiques RH souhaitées par l'entreprise.
Le fait de verser une contribution volontaire ouvre la capacité de l'OPCO à pouvoir accompagner la structure en matière de conseil, d'accompagnement et notamment sur toute la dimension RH et emploi et alternance que nous pouvons faire dans des logiques de l'accompagnement, de la prestation pour aider à cette construction RH. Mais il est vrai qu'en termes de financement, les choses ont considérablement évolué, notre rôle a considérablement baissé en la matière. Très bien, alors on est dans les timings, on a encore une ou deux questions qu'on va prendre. Je vous propose de prendre celle-ci, je te propose Thierry. Sera-t-il encore possible d'envisager des formations longues type DES-GEPS sur 18 mois pour les salariés en poste, exemple période de professionnalisation? C'est une vraie question. En réalité, la période de professionnalisation, vous l'avez tous remarqué, a disparu, qui a été remplacée par un nouveau dispositif qui s'appelle la PROA, dans lequel on mettait beaucoup d'espoir. Or, il se trouve que les dispositions légales, le gouvernement a pris une ordonnance coquille au mois de septembre, qui fait que nous ne pouvons plus financer, pour le moment en tout cas, de PROA, parce que nous devons pour cela, ça revient à la question juste avant, nous devons pour cela identifier les emplois qui sont en tension. Enfin, c'est même plus que ça d'ailleurs, c'est les métiers qui ont vocation à se transformer de manière absolument significative et dont la transformation va entraîner l'obsolescence des compétences. Donc il faut que nous repérions les métiers qui vont entraîner ces obsolescences de compétences et que nous mettions en face des certifications pour les futurs emplois tels qu'ils vont se développer. Et on a besoin pour cela d'avoir une analyse extrêmement précise. Il n'est pas sûr, pour le moment en tout cas, que les DES-GEPS puissent répondre à ce type de critères. Donc, la formation en cours d'emploi, c'est finalement la formation, le gain en compétences, elle va se faire essentiellement en mobilisant du CPF, en co-construisant du CPF avec les salariés, mais on n'a pas de dispositif légal souple qui est venu remplacer la période de professionnalisation pour le moment. Il va falloir qu'on attende quelques mois avant d'être assez opérationnel sur ce sujet, et cela sur toutes les branches. Très clairement, la volonté de l'État, c'est de faire un focus et de mettre l'essentiel de son financement sur l'alternance. Donc apprentissage et contrat de professionnalisation, et c'est la manière dont les fonds sont et surtout en formation longue, seront le plus facilement mobilisables. Ce qui me permet juste de vous dire un truc, quand vous voulez travailler sur la professionnalisation ou l'apprentissage, il y a un excellent outil qui a été développé par Uniformation, qui est le simulateur des coûts des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Thierry ? Oui, je voulais simplement compléter en disant à l'entreprise qui a posé la question que demain, 3 dispositifs de financement sont possibles. Ça a été évoqué par David. Le premier, c'est la PROA, sous réserve que la liste de votre branche, qui fera l'objet d'un accord étendu, prévoit bien cette formation et qu'elle soit acceptée par les pouvoirs publics. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est le CPF. Il l'a évoqué également, mais là, ça nécessitera un cofinancement, soit par l'entreprise, soit par la branche, parce que sinon, votre collaborateur sera dans l'incapacité totale, probablement, de pouvoir financer un reste à charge extrêmement élevé, puisque vous savez qu'il n'y a plus d'abondement automatique par les OPCO aujourd'hui. Et le troisième élément, c'est le CPF de transition professionnelle, qui existe également, qu'il ne faut pas oublier. Celui-ci, vous pouvez déjà vous adresser aux organismes régionaux qui gèrent aujourd'hui le CPF de transition professionnelle et qui peuvent vous amener, en fonction des politiques qu'ils portent, des réponses quant à ce financement. Donc il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que souvent on a un peu tendance à oublier le CPF de transition professionnelle parce qu'il n'apparaît pas encore très clairement et puis en plus il nous a échappé à nous OPCO. Il n'est pas dans la préoccupation directe des branches pour la simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas pris en charge par l'OPCO, donc c'est moins prégnant pour la branche, mais sachez quand même que ça existe et que les organismes qui le gèrent aujourd'hui doivent être en capacité de répondre à vos questions sur ce point. Donc 3 capacités de financement possibles pour répondre à la question donc pour demain. Alors une dernière question, c'est pour faire un petit clin d'œil au secteur des foyers de jeunes travailleurs chez nous, mais qui est une question importante, c'est la question de comment on mobilise dans nos catalogues transversaux l'ensemble des sujets qui peuvent être celles des branches d'uniformation. Donc la question, c'est au-delà des projets de formation à distance, ou autre forme, envisagez-vous de faire évoluer le catalogue Uniformation en intégrant les thématiques liées à l'habitat social? Je vais laisser Thierry répondre sur le catalogue UNIF, mais
bien savoir que les branches ont la capacité, si elles le souhaitent, de faire leur propre catalogue. C'est le cas dans la branche de l'animation, par exemple, ou dans la branche de domicile, une branche qui n'est pas dans notre sphère, et on le fait et on essaye d'avoir cette offre tout à fait spécifique. La question qu'on pourra se poser là-dessus, parce que c'est plutôt assez intelligent, une des manières de répondre à la réforme de la formation, c'est d'avoir une approche extrêmement, j'en ai plusieurs fois, mais à la fois collective et mutualisée. Donc la question pourrait être de savoir est-ce que la branche des foyers de jeunes travailleurs se saisit de cette question-là pour faire elle-même un catalogue, ou voir, et pourquoi pas, se rapproche des autres branches de l'habitat social pour aussi avoir un certain nombre de catalogues, ou voir un catalogue commun, ou alors effectivement faire avoir un axe dans le catalogue général d'uniformation. Et ça fait partie des vrais sujets parce que ce sera une des manières dont nous pourrons apporter des solutions à ce nouvel environnement de la formation professionnelle. Oui, sur ce point, le choix historique fait par l'OPCA, devenu OPCO, c'est de faire dans le catalogue uniformation les formations transversales et communes au plus grand nombre des branches professionnelles relevant d'uniformation. C'est le choix qui a été fait historique. C'est un budget autour de 3 millions par an. Et donc c'est vrai, c'est un catalogue qui porte beaucoup sur les besoins transversaux. Comment gérer une association? Comment gérer le juridique d'une association? Comment la formation des personnes, gestion de la violence face au public? Comment gérer l'évolution juridique d'une association ou sa comptabilité? Donc vous voyez, on est sur des choses extrêmement transversales qui touchent d'une manière générale très peu au métier lui-même. Le métier étant considéré comme relevant plus d'une responsabilité de la branche professionnelle, soit en branche, soit en interbranche, sur les formations qui sont beaucoup plus liées au métier. C'est l'équilibre historique qui a été fait. Je pense que c'est l'équilibre qui restera au regard des moyens financiers que nous avons sur le plan de développement de compétences. Je ne crois pas une seule seconde que l'OPCO aura la capacité de financer des thématiques métiers liées au secteur professionnel spécifiquement. Cette responsabilité appartient aux branches. Et je pense qu'il en restera ainsi dans les mois et années qui viennent. Merci beaucoup. Je regarde, parce que derrière tout ça, il y a Mathilde Miraud, qui est chargée de communication au sein du CNEA et du développement des webinaires, et qui est en train de nous dire « Je suis maîtresse du temps et nous allons devoir couper ». C'est cela, Mathilde. Donc, merci à tous d'avoir participé à ces webinaires. Merci Thierry de ta présence. Bien évidemment, il y a un certain nombre de questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Alors, on va tenter d'y répondre par ailleurs, mais n'hésitez pas à utiliser l'espace adhérent, votre espace adhérent au sein du CNEA, et nous répondrons à chacune de vos questions. N'hésitez pas non plus, évidemment, à solliciter les délégations régionales d'uniformation qui sont là pour répondre à tous les sujets et toutes les préoccupations qui sont les vôtres pour développer votre offre et votre plan de formation professionnelle au sein de vos entreprises. On en bafouille. Merci beaucoup. Merci à vous également.